Ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Sur les plateaux télé. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Monsieur Fillon, bonsoir. Bienvenue à Bondy. Merci. On va aller au bar, vous allez commander une boisson chez Nadège. Bonsoir Nadège. Je vous laisse commander, Monsieur Fillon, un coca et puis un deuxième coca, 2 coca. Comment ça va, François Fillon? Très bien. C'est la première fois que vous venez à Bondy? Pas à Bondy, mais à votre émission, oui. Oui. J'ai vu que c'était un grand succès. Voilà, c'est aussi un grand succès pour vous cette rentrée. Je vous vois un peu partout, à la télé, à la radio. Et j'essaye de faire un travail sérieux en proposant un projet politique et en le décrivant pour une part dans un livre. Voilà, j'essaye de faire ça sérieusement parce qu'il s'agit de mon pays et donc c'est sérieux. À votre santé. À votre santé, santé à la France. Alors, dans votre livre, il y a plein de choses, mais il y a surtout des petites anecdotes vous concernant. Oui. Par exemple, celle-ci, vous avez été à un moment donné expulsé ou exclu de l'école pour rébellion. Plusieurs fois. On dirait pas. Ben oui, mais c'est comme ça. Mais je crois que c'est parce que je m'ennuyais à l'école. Je pense, voilà. Vous voyez, je pense que le système scolaire n'est pas toujours fait pour les élèves. Il est trop homogène, trop identique, et il y a des élèves qui y trouvent leur compte et d'autres pas. Voilà, moi, j'y trouvais pas mon compte. Et alors, les parents, parce que visiblement votre père était assez sévère. Ils n'ont pas aimé, non, ça, ils n'ont pas trop aimé. Ils n'ont pas trop aimé, non. Voilà. Mais bon, c'est passé tout ça. Oui, et puis l'autre aspect, c'est que vous parlez beaucoup de la religion catholique. Hein. Vous êtes catholique, vous y allez beaucoup, vous allez beaucoup à l'église. C'est quelque chose qui vous a structuré. Est-ce que c'est encore quelque chose aujourd'hui sur lequel vous... C'est ma foi, c'est mon engagement. Je suis attaché à la République et à la laïcité. Je suis attaché à ce que les pouvoirs publics veillent au respect des consciences de chacun. Mais je pense que c'est aussi utile que les Français sachent quels sont les engagements et quelles sont les convictions de ceux qui se présentent aux élections. Mais là aussi, François Fillon, vous dites dans votre livre que parfois vous vous ennuyez aussi à l'église parce que les curés... C'est très prétentieux de ma part. Oui, parce que les curés restaient un peu sur des textes sacrés alors qu'ils avaient là des gens... Voilà, je trouvais qu'ils avaient un auditoire captif auquel ils pouvaient délivrer des messages plus opérationnels. Enfin, plus politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire plus opérationnel, permettant aux gens de les aider à se guider dans l'existence. Mais bon, c'est sans doute assez prétentieux de ma part que de vouloir dicter aux prêtres leur sermon. En gros, vous disiez Je disais que j'avais envie de monter à leur exactement. place et de faire un meeting politique. Faire une sorte de harangue. Alors, en gros, vous expliquiez que les gens venaient, attendaient tranquillement la fin pour aller acheter leur pâtisserie. Oui, il y a un côté routine. Dimanche, Il y a un côté routine qui ne présage pas de la réalité de la foi des personnes qui sont là. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu sans relief. Et l'autre question historique est, elle, beaucoup plus politique finalement. Vous avez été le maire de Sablé sur Sarthe. Et il se trouve que cette ville a une histoire assez importante, notamment avec Raphaël Élysée, qui a été, lui, le premier maire noir en métropole. En métropole, donc en 1934, mais il a été déchu en 1940. Par les donc Allemands. Déporté à Buchenwald. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'être un homme politique noir et de devenir maire, à part Kofi Yamnian, qui l'a été pas très loin de chez vous d'ailleurs, dans les années 80? Oui, bon, je pense à ma connaissance, je pense qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui sont des maires bon, de il y a un couleur, maire kabyle, je crois, du côté d'Évian. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir qu'une ville de l'Ouest français, en 1934, avait eu cette audace d'élire un maire de couleur. L'homme a dû savoir séduire, il était vétérinaire, innovant, bien sûr, il a été très innovant.
Alors, petit clin d'œil, je dis, bah voilà, c'est une ville qui a souvent élu des maires de qualité, naturellement, je m'inclus dedans. mais je pense que c'était beaucoup plus dur aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas plus de maires issus de la diversité, comme on dit, bah, c'est qu'il y a un problème de société. Voilà. Alors, on va justement aborder tout ça, vous le savez. Nous proposons à chacun de nos invités de regarder la conférence de rédaction. C'est ce que je vais d'ailleurs vous proposer. Vous pouvez évidemment réagir dessus. Et puis ensuite, vous retrouverez les jeunes du Bondi Blog. Quelques mots sur François Fillon. Il a été Premier ministre donc de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. C'est un élu notamment de province, de la Sarthe, mais qui depuis quelques années est installé à Paris. Souvent ici que nos invités, c'est professionnel de la politique. Lui, c'est l'incarnation absolue, à tel point que dès qu'il a eu son diplôme de droit, justement, il est devenu assistant parlementaire. Donc il a toujours baigné dans la politique depuis sa sortie du système scolaire. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours travaillé dans la politique, assistant parlementaire, député, maire, enfin, toutes les fonctions, Premier ministre, etc., toutes les fonctions qui existent dans le système politique. Aujourd'hui, il les a exercées, à part une seule, celle de président de la République, justement. Quand je vois son bouquin, justement, c'est un peu la reproduction de ce qu'a fait Pécresse il y a quelques années quand elle a écrit « Voulez-vous sortir de la crise ?» et qu'elle passait son temps à dire ce qu'elle n'avait pas fait, en fait, et à proposer ce qu'elle n'avait pas fait pendant des années. Et c'est vraiment une habitude des politiques aujourd'hui d'écrire des livres après avoir eu le temps de les faire. C'est une psychothérapie. Et pire qu'une psychothérapie, ce qui est incroyable, c'est que il vient quand même te présenter le livre en disant j'ai pris 3 ans pour me promener en France. Tu avais 30 ans pour te promener en France, François Fillon. En fait, et ça, c'est problématique, c'est qu'il joue sur l'amnésie des gens. C'est que tu peux arriver au pouvoir, disparaître, revenir et dire je suis un homme nouveau, et les gens vont t'acclamer. Mais sauf qu'il n'a aucune crédibilité. Et son dernier mandat est trop proche dans le temps pour rendre les gens amnésiques comme essaye de faire le Juppé. Moi, ce qui m'embête plus aujourd'hui, c'est que voilà, il a été Premier ministre pendant 5 ans, il appelle son livre faire et il dit que peut-être que la politique qui a été menée n'a pas été à la hauteur de la gravité de la crise. Là, ça me pose problème. Au bout d'1 an, peut-être qu'il a pu se rendre compte que c'était pas à la hauteur. Au bout de 2, au bout de 3, mais à un moment donné, fallait le dire avant, tout simplement. Il est dans une campagne, on sent qu'il travaille son truc, il a son côté, voilà, il n'est pas dans des trucs que sans intérêt, liés à des problèmes, je sais pas moi, qui font très gala ou, tu sais, des scandales, voilà, lambda d'hommes politiques, quoi. On l'entend pas dans ce genre d'affaires, et ça, c'est très respectable, en fait. Je pense que c'est aussi une stratégie de sa part, et c'est intéressant à analyser. Quand tu regardes les principaux candidats qui vont se présenter, c'est Hollande qui est président le plus impopulaire de la Ve République, probablement. C'est Marine Le Pen. C'est aujourd'hui Sarkozy qui est en lice. Il n'y aura pas de candidat l'homme providentiel, en fait, c'est fini. Il n'y aura plus de candidat qui déchaînera un élan, une passion du peuple. C'est en fait le moins pire. C'est l'homme de raison, c'est l'homme de circonstance. On l'a bien vu avec Hollande, qui était absolument pas populaire quelques mois encore avant son élection. Donc Fillon, il est sur ce créneau-là d'homme d'État, qui sera le moins pire de l'offre politique qu'il y aura en 2017. J'ai fait 1 an à l'étranger et je suis revenue en août et ça a été dur le retour en France en septembre. Vraiment. J'ai pas d'espoir au niveau des politiques. En fait, je compte même pas sur eux. J'essaye juste de mener mon petit bout de train et en espérant vraiment accomplir des choses, mais j'ai pas ce rapport d'espoir avec la politique. Je pense qu'aujourd'hui, je suis amenée vraiment à faire mon petit bout de chemin sans forcément me dire que j'espère que tel président ou tel homme politique m'aidera ou fera que ma situation sera meilleure. J'ai pas l'impression que c'est les autres qui vont m'aider, mais juste moi qui devais devoir faire tout le boulot en fait. Voilà François Fillon, juste une réaction, parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de sujets ont été effleurés, mais peut-être sur la dernière réaction de Yanis qui revient après 1 an aux États-Unis et qui ne se ressent pas en tant que jeune Française aujourd'hui dans cette ambiance qui pour elle est une ambiance... Il y a une chose qu'elle dit et que disent plusieurs de ceux qui sont intervenus, c'est qu'au fond il n'y a pas d'homme providentiel. Ben, ils ont bien raison. C'est bien parce qu'on a cherché pendant des années et des années un homme providentiel, comme si un homme tout seul pouvait à lui tout seul sauver le pays et le redresser. C'est De Gaulle. Oui, enfin, c'est des choses. D'abord, c'est une autre époque. C'est la guerre. C'est au fond, dans les 2 cas, hein, parce que la première fois, c'est la guerre. C'est la Seconde Guerre mondiale. Dans le deuxième cas, c'est quasiment la guerre civile. Bon. Oui. Donc, on est dans une autre époque. On est dans un pays qui n'est pas du tout dans cette situation-là et qui a besoin de dirigeants normaux. Il a besoin d'une équipe
Il a besoin normal. Donc oui, mais un vrai avec des projets, avec une équipe, avec un calendrier, avec des engagements, avec voilà. Et la deuxième chose par rapport à la remarque qui est faite souvent sur pourquoi est-ce qu'il ferait demain ce qu'il n'a pas fait hier, parce que la démocratie, c'est un contrat passé avec les Français. Quand on s'est présenté aux élections en 2007 avec Nicolas Sarkozy, on avait un programme. Ce programme, on l'a mis en œuvre. Personne ne peut dire qu'on ne l'a pas mis en œuvre. Ce programme ne nous a pas permis d'aller aussi loin qu'on voulait. Alors, donc moi, j'en propose un autre. On va justement parler de tout ça. Vous pouvez, François Fillon, terminer votre coca. Et puis, on va rejoindre les 3 Bondy blogueurs. Allez-y, c'est à droite. Je vais passer devant. Non, allez-y. Et puis, c'est la prochaine à gauche. Ici Bondy. Bondy le café. François Fillon est notre invité. Merci beaucoup, monsieur le député, ex-premier ministre entre 2007 et 2012, d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, un certain nombre de blogueurs. Il représente ici toute l'équipe du Bondy Blog. On commence d'abord par Kaina Houssini, qui est au centre, Ilyes Ramdani, qui est à ma droite, et Bala Fofana. Mais avant de commencer à ouvrir tous les dossiers, on voudrait, comme on fait traditionnellement, vous montrer une photo de vous à l'âge des 3 Bondy blogueurs qui sont en face de vous. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Je ne crois pas du tout que ça soit à l'âge des Bondy blogueurs qui sont en face de moi. C'est beaucoup plus tard que ça. Oui. Vous aviez quel âge? Vous avez une idée? 26, 27. C'est au moment de ma première élection à l'Assemblée nationale. Donc j'étais beaucoup plus vieux qu'eux déjà. Ah, c'est gentil. Moi, j'ai 26 ans. Là, 26 ans, voilà. Bala, quel âge as-tu, Bala? 2 ans de plus que lors de votre première investiture. Voilà, 24 ans, et Ilyes, 20 ans. Donc vous êtes plutôt du côté de Kaina. Donc vous le savez, ils vont vous poser un certain nombre de questions, mais comme on installe toujours un état d'esprit ici, on a donc cette année lancé un édito fait par Mehdi et Badrou. Je vous propose tout de suite de regarder ça et on réagit tout de suite après. Et si finalement François Fillon était Manuel Valls à l'envers? Un gars qui a déjà été Premier ministre et qui ne fera que 5% aux primaires. François Fillon, il faut le voir pour le croire. Un visage qui n'est pas commun. Des sourcils comme des gilets pare-balles. Un sourire qui n'est jamais franc. Une façon de tromper son monde en jurant qu'il est sincère. Et tous les secrets qui se trimballent dans sa tête. En général, François Fillon préfère courber le dos. Il préfère le silence vicieux au scandale d'État. Il préfère les aveux d'une mauvaise politique qu'il a menée pendant 5 ans aux promesses qu'il ne tiendra pas. Il préfère faire croire qu'il est un homme qui fait des erreurs à un super-héros. Il faut le voir pour le croire. Il faut savoir décrypter son regard noir. Il faut savoir toucher son cœur pour savoir s'il est un homme ou un robot. Mais on pourrait le regarder des heures, on ne pourrait jamais le comprendre. Qui est-il et surtout, que pense-t-il vraiment? Quand une énergumène de son parti parle de race blanche. Qu'a-t-il dans les tripes? Quand l'ancien président et pourtant proche pendant longtemps parle d'une fuite d'eau pour parler des réfugiés. Est-il satisfait ou enragé? François Fillon est un fantôme. Il avance sans qu'on le voie et voudrait qu'on l'oublie aussi vite. Qu'on oublie aussi son bilan social désastreux. Il a l'orgueil et l'expérience de celui qui a fait manifester les profs, les ouvriers, les cheminots et les retraités. Il est celui qui n'a pas tremblé face aux frondes et aux échecs. C'est 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est 600 milliards d'euros de dettes publiques ultra gaspillées. C'est 75 milliards d'euros de cadeaux fiscaux évaporés en pleine crise. François Fillon, il faut le voir pour le croire. Voilà, c'était donc Mehdi et Badrou. Réaction? On peut difficilement additionner autant de conneries dans le même éditorial, mais enfin c'est comme ça, voilà, notamment sur les chiffres à la fin. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en débattre, sinon ça vous a pas agressé? On va prendre ça pour de l'humour, n'est-ce pas? Très bien. Ilyes. François Fillon, pourquoi vous voulez devenir président de la République? Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui de savoir, ça va vous paraître un peu prétentieux, ce qu'on pourrait faire pour redresser vraiment ce pays. Voilà. C'est le fruit de mon expérience, avec ses côtés positifs et ses côtés moins positifs. C'est aussi le sentiment que j'ai que dans le paysage politique français aujourd'hui, personne ne propose une solution de ce que j'appelle de libération de l'économie française, qui est pour moi la question absolument fondamentale si on veut redresser le pays, aussi en allant jusqu'au bout du raisonnement. L'élection présidentielle, c'est aussi une question de personne. Est-ce que vous considérez finalement que vous êtes le meilleur aujourd'hui? Enfin, si je me présente, je vais essayer de le démontrer, mais j'aime pas ce concours de muscles, j'aime pas cette façon de faire de la politique en essayant de dire je suis le meilleur, il n'y a que moi qui sais, alors que c'est
la recherche d'une équipe pour diriger un pays. C'est un débat sur un projet politique. C'est une dynamique. Et je pense que c'est un des défauts de nos institutions françaises que de donner à cette élection présidentielle une importance tellement grande que tout le monde attend un miracle de celui qui va être élu, alors que personne n'est capable de faire des miracles. Donc voilà. C'est une phase de séduction, on peut Oui, être mais, honnête, c'est une phase de séduction. oui, mais moi regardez. je fais le pari que les Français en ont par-dessus la tête de la séduction. Mais pourtant, Qu'ils en vous ont... êtes dans la séduction, Non, je suis pas dans la vous êtes un peu ouvert à nous, justement aux Français, dans votre bouquin. Oui, mais c'est pas de la séduction. On a pu vous voir aussi en photo, dans votre château. Enfin, comme un grand seigneur de province. Grand seigneur, faut pas exagérer. Mais voilà, donc tout ça, c'est des clichés. Est-ce que c'est un passage vous voyez à obligé quel ou point pas? c'est des clichés. Voilà, c'est un passage obligé. Vous allez quand même dans le c'est- Gala et Paris Match, ce Ouais. qui, pour quelqu'un qui lutte contre la pupillisation, c'est raté. Non, je ne dis pas, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je n'allais pas dans des émissions où le seul objectif est de ridiculiser les responsables politiques. J'ai jamais dit que Paris Match ou qui n'était pas. Mais vous allez Voilà. dans les magazines People, Bah, qui ont aussi la même vocation que les quand je ne vais pas dans les magazines, on me reproche d'être caché. Et quand j'y vais, on me reproche de m'exposer. Bon, voilà, bah, je sais pas. En tout cas, c'est compliqué d'être un homme politique aujourd'hui qui veut changer d'image, en réalité. Non, je ne veux pas changer d'image, jamais. Puis d'abord, j'aime pas l'idée d'image, j'ai pas une image. Je suis moi-même. Je ne vais pas m'amuser à changer mon image. On me dit, on ne vous connaît pas assez. Bon, bah, très bien, on va me connaître un peu plus. Mais reconnaissez que vous n'avez jamais vu mon nom mêlé à quelque scandale que ce soit. J'ai toujours essayé de garder ma vie privée en dehors de la vie publique. Voilà, ces règles-là, je continue de les respecter. François Fillon, votre signe distinctif aujourd'hui dans le paysage politique, c'est que vous avez un programme qui est bien avancé. C'est un Voilà, programme. c'est la première chose positive que j'entends depuis le début de ce Ah, on est là pour donner. On l'a lu ici, c'est pour ça. On l'a lu ici. Oui, oui. Vous avez un programme qui est un programme de rupture finalement. On voit fin des 35 heures jusqu'à 48 heures par semaine de travail, la retraite à 65 ans, la baisse drastique des dépenses publiques, etc. etc. Est-ce que vous comptez vraiment être élu avec ce programme? Oui, je pense que c'est là on est vraiment au cœur du sujet. Je pense que si notre pays va aussi mal, s'il y a autant de problèmes, même pas seulement économiques, des problèmes d'identité, des problèmes de vie, les gens parce qu'on vit mal, il y a beaucoup de gens qui vivent mal, c'est parce que ce pays s'est enfermé depuis très très longtemps dans une attitude qui consiste à tout contrôler. Il faut que l'État contrôle tout. Il faut que l'État normalise tout. Pour revenir à votre programme, oui mais c'est un justement, vrai programme moi de rupture. maintenant, Est-ce que la société française, pour vous, est prête à Oui, une telle rupture aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas besoin aussi de calme, de J'entendais tout à l'heure un de vos collaborateurs, blogueurs, qui disait... Il n'y a pas de collaborateurs. Non, pardon. Il n'y en a pas. Qui disait, il s'est promené en France pendant 3 ans, il avait 30 ans de le faire. D'abord, pardon, mais le pays change, il n'est pas tout à fait identique. Et c'est normal, quand on a gouverné, de reprendre le temps et d'aller s'expliquer et d'aller sur le terrain, parler, voir les choses. Et qu'est-ce que vous avez vu sur le le Tour de terrain, France par que je viens de faire, par exemple, il me montre que sur les sujets que vous venez d'évoquer, je pense qu'il y a une grande majorité de Français qui sont absolument Vous pensez qu'il peut y avoir une majorité de Français pour la fin des 35 heures jusqu'à 48 heures de semaine par travail? D'abord, à 48 heures, c'est de la caricature. C'est écrit dans votre livre, c'est le seul chiffre qu'il y a sur la durée légale du temps de travail. On dit, qu'est-ce que je propose? Je propose qu'on laisse les entreprises négocier avec leurs salariés dans le cadre d'accords majoritaires. Avec un maximum de 48 heures. Parce que c'est le maximum européen. Mais c'est le seul chiffre qu'il y a, c'est pour ça que je le donne. Mais si vous pensez qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises où les salariés vont accepter de travailler 48 heures, pardon, mais vous n'avez pas les pieds sur terre. Parce que je pense que partout, la négociation... Quel signal vous envoyez quand vous dites que ça peut aller jusqu'à 49? Le signal que j'envoie, c'est qu'il faut faire confiance aux gens. Il ne faut pas que l'État contrôle tout à leur place. Il ne faut pas que l'État décide que partout, dans tout le pays, on va travailler 35 heures de la même façon. Fillon, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a 6,5 millions de personnes à Pôle emploi. C'est ça, il faut faire confiance aux gens. Mais là, aujourd'hui, on est dans le 93, on est à Bondy. Et je voudrais vous donner un chiffre qui est alarmant. En Seine-Saint-Denis, les gens de 16 à 25 ans, il y en a 43% qui sont au chômage. Et le reste, ceux qui sont embauchés, c'est des emplois précaires. 80% de ces emplois-là, c'est soit des CDD, soit intérimaires, tout ça. Donc je veux bien qu'on nous fasse confiance. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'il faut continuer avec le même système? Avec quel système? Celui qui donne celui qui a créé ce chômage. Celui qui a créé ce chômage. Est-ce que vous savez qu'un écolier de Seine-Saint-Denis perd au cours de sa scolarité 1 année? Ça, c'est selon le FCPE. Donc comment on fait quand on a des écoliers, mes petits frères par exemple, qui perdent 1 année? Parce que manque de moyens, manque d'instituteurs, manque de tout ça. Par rapport à un écolier d'autres départements. Par exemple, j'ai fait une proposition dans mon livre parce que vous parlez pas beaucoup de banlieues qui va créer débat. Je dis par exemple qu'il faut supprimer les contraintes qui pèsent sur la création d'établissements privés.
Je pense qu'il y a beaucoup de projets d'établissements privés qui pourraient s'installer aujourd'hui en ça, banlieue. ça c'est génial, les établissements Oui. privés, mais Oui. quand on n'a pas les moyens Mais pour vous payer savez une très école bien qu'un privée. établissement privé français est sous contrat et qu'il n'y a quasiment pas de différence entre les frais de scolarité d'un établissement public et un établissement privé en France. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette rentrée politique avec notamment un certain nombre de débats qui ont émergé depuis un mois. Et je voudrais d'abord vous faire regarder l'abécédaire du Bondy Blog Café et ensuite on réagit. R comme le ridicule des propos de Nadine Morano avant, pendant et après cette polémique. R comme rage, parce que Nadine Morano, elle me fait l'effet d'une bête enragée, et le problème avec les bêtes enragées, c'est qu'elles finissent toujours par te mordre et par te transmettre leur rage. R comme ressemblance. À force de courir derrière Marine, Nadine commence sérieusement à lui ressembler. A comme amour, amour impossible entre Nadine et moi. A comme absurde. Qu'un mot comme celui-là qui a été à l'origine de tant de totalitarisme fasse encore l'objet d'un débat. C comme connerie, unique en son genre. C comme cheh, c'est une expression arabe qui veut dire bien fait pour toi. Catastrophique comme le niveau de la politique actuelle, le niveau du débat politique, le niveau des prises de position, le niveau des prises de parole. E comme éligibilité avec une question, est-ce que c'est normal d'être éligible quand on ne respecte pas la loi? Est-ce que c'est normal d'être éligible quand on tient de ce genre de propos? E comme excuse, celle que Nadine Morano n'a pas voulu présenter. Voilà, François Fillon, on parle beaucoup de polémiques. J'imagine qu'on vous a beaucoup posé des questions autour de cette sortie de Nadine Morano. Vous avez répondu que vous en aviez ras la casquette de cette histoire-là. J'ai commencé le jour même où ces propos ont été tenus. J'ai dit immédiatement que ces propos n'étaient pas acceptables, qu'ils étaient totalement hors de contexte. Elle citait une phrase du général de Gaulle qui n'avait strictement rien à voir avec l'époque. Et j'ai même dit que la seule phrase du général de Gaulle, puisqu'il en fallait une, qu'elle aurait pu citer, c'est « il n'y a que deux sortes de Français », c'est une phrase de 1940, il n'y a que deux sortes de Français, il y a ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas. Après, ce que j'ai dit, c'est que je déteste les mises à mort médiatiques. C'est-à-dire que quand tout le monde se jette sur quelqu'un, je n'aime pas ça. Que ça soit Morano, que ça soit quelqu'un de gauche, c'est exactement pareil pour moi. Je pense que voilà, c'est stupide, c'est idiot. C'était franchement pas la peine d'en faire 8 jours. Elle l'a un peu cherché quand même. Oui, mais qu'elle l'ait cherché, d'accord. Mais vous dites le niveau du débat est lamentable. Mais en même temps, pendant 8 jours, on va s'intéresser à ça. Je sais pas, il y a eu un attentat terrible en Ankara cette semaine. C'est tout juste si on en parle dans la presse française. On ça a blessé des gens, si ça a blessé une partie de la population française. D'accord, mais tous les jours, il y a des gens qui disent des conneries. C'est quand même assez fréquent. Donc elle a dit une connerie. Donc elle a dit une connerie, on lui fait savoir et puis on n'en parle plus, quoi. François Fillon, vous faites le bilan dans votre livre du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensiez? On a beaucoup parlé de l'influence de Patrick Buisson, cette passion pour les questions identitaires, de religion, etc. Qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que ça ne vous dérangeait pas finalement, comme ça a dérangé parmi vos collègues NKM et d'autres? D'abord, il faut regarder les choses en face. Ça ne sert à rien de nier la réalité des problèmes français. C'est pas une réponse. Non, si, c'est une réponse. J'entendais tout à l'heure, par exemple, on voit que le Front National est en train de progresser chaque année, et notamment très fortement depuis 2 ou 3 ans. Il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème identitaire en France. Ça ne sert à rien de le nier. Ça ne sert à rien de prendre des mesures pour interdire de parler d'un sujet ou pour pénaliser. La seule question, c'est pourquoi est-ce que dans un magnifique pays comme le nôtre, tout d'un coup, on en est là? Voilà. Oui, mais c'est peut-être parce que les politiques parlent que des questions identitaires aujourd'hui. La question identitaire, elle a remplacé la question sociale. Ils ont le bon dos, les politiques. Il y a quand même des réalités dans le pays que les gens ressentent dans leur vie quotidienne. Oui, la réalité du chômage, par exemple. Exactement. Alors moi, je pense qu'à l'origine du mal-être français, il y a la situation économique et sociale. Quand on n'a pas de possibilité d'offrir à la jeunesse de son pays un avenir, quand un pays qui a été un grand pays, en plus qui a aimé la grandeur, a le sentiment tout d'un coup qu'il est relégué en seconde division, il y a un processus qui se met en place et qui conduit à chercher des boucs émissaires, qui conduit à se poser des problèmes d'identité, etc. Je vous repose ma question. Est-ce que cette influence, notamment de Patrick Buisson, mais cette omniprésence des questions identitaires, est-ce qu'elle ne vous a pas dérangé à un moment dans le discours de Nicolas Sarkozy? Voilà, j'ai écrit un livre au regard de votre parcours politique, au regard de vos engagements. Vous paraissez moins passionné par ces questions. C'est pas que je suis passionné, c'est que je ne me suis pas exprimé de la même manière. Vous retrouverez, je crois que je le cite d'ailleurs dans mon livre, un discours. Oui, je vous cite, peut-être que c'est celui-là, non? Depuis quelques années, on a vu se développer une sorte de laïcité agressive. Je pense que vous allez vous y retrouver. Est en réalité une sorte d'arme tournée contre les musulmans. Vous l'assumez, cette phrase? Oui, absolument. Je pense que la laïcité, le concept de laïcité,
qui a été au départ agressive, qui a au départ été tournée contre les catholiques, parce que c'est comme la laïcité, elle n'est pas née contre les musulmans, elle est née contre les catholiques. Et aujourd'hui, elle se retourne contre les musulmans parce qu'il y a une conception de il y a deux conceptions de la laïcité. Il y a la conception qui est la mienne, qui consiste à dire la laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est-à-dire que l'État s'interdit de peser sur les consciences et donc il assure la liberté du culte et la liberté de conscience. Puis il y a la deuxième façon de considérer la laïcité, c'est de dire, nous, on ne veut pas avoir de religion. La religion, ça n'existe pas, on ne veut pas en entendre parler. Et même dans l'esprit j'allais dire des révolutionnaires de 1792, etc., il y avait l'idée qu'il fallait débarrasser le pays de la religion, qu'il fallait extirper la religion pour la remplacer par la démocratie. Il fallait surtout mettre de côté le Vatican qui avait une présence forte ici en France. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est retrouver une conception de la laïcité qui soit ouverte. Et la conception de la laïcité ouverte, ça passe par deux choses. Ça passe par des pouvoirs publics qui sont tolérants et ça passe par des religions qui ne sont pas agressives. Est-ce que vous assumez que vous avez un programme libéral oui, absolument. Et qui va pas créer de l'emploi dans un premier temps? Parce que quand vous augmentez le temps de travail d'autres individus, ça ne va pas créer de l'emploi. Vous voyez, ça, c'est la bêtise que nous avons fait depuis des années, qui consiste à penser qu'il y a une masse de travail qui est définie et qu'il faut la partager entre tout le monde. Pourquoi est-ce que nos amis allemands ont le plein emploi? Parce qu'ils ont des emplois à 400 € pour des gens qui travaillent. Pas du tout. Alors ça encore, non, mais c'est vrai. C'est un truc. Mais c'est pas vrai. Ne niez pas. Regardez les. C'est vrai. Moi, je vous dis que c'est faux. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'Allemands qui se précipitent pour venir travailler en France? Vous voyez ça, vous? Non. Bon. Non, mais la précarité des Français qui se précipitent non plus pour aller en Allemagne quand ils sont peu qualifiés. Honnêtement, moi, je préférais que le système allemand où il n'y a pas de chômage, ou enfin en tout cas il y a moins de chômage, qu'un système français qui accepte l'idée qu'il y ait 6,5 millions de gens qui soient à Pôle emploi, qui s'en lavent les mains et qui en plus empruntent de l'argent. Pôle emploi. Et en plus empruntent de l'argent. Vous nous dites pour financer, dans votre livre, que vous allez faire en sorte que les gens ne touchent pas d'aide sociale qui dépasse le salaire d'un Français qui travaille. Oui, ça me paraît normal. Alors quel est ce salaire-là et comment vous allez vous y prendre? Ce que je propose, c'est de mettre en place ce que j'appelle une allocation sociale unique, c'est-à-dire de regrouper les allocations sociales qui existent. Lesquelles vous allez regrouper? Par exemple, l'allocation logement, le RSA, toutes ces allocations-là, d'en faire une seule. Une personne qui travaille à plein temps perd une grande partie des aides sociales, parce qu'elle travaille à plein temps. Et à la fin de la semaine, celle qui travaille à plein temps a le sentiment qu'elle a un pouvoir d'achat qui est plus faible que celle qui est dans une situation de précarité. C'est une réalité qui crée une sorte de malaise français qui est un malaise profond. Donc je pense que le plafonnement de cette indemnité, grosso modo au niveau du SMIC, puisque c'est ça le chose, c'est quelque chose qui est juste. François Fillon, vous parlez de malaise profond. Il y a eu justement un malaise il y a quelques jours du côté de Air France. Je vous propose d'abord la réaction des jeunes du Bondi Blog après donc cette affaire avec le DRH d'Air France et ensuite on parlera concrètement des questions économiques. L'image du DRH qui se fait retirer sa chemise, c'est très violent. Mais est-ce que finalement on ne vit pas dans une société violente? Moi je trouve que c'est violent de perdre son emploi, c'est violent de subir le mal logement, c'est violent de je sais pas, subir le contrôle au faciès. Ce qu'on oublie, c'est la violence que les salariés subissent au quotidien, entièrement. Et il y a un élément qui me semble assez important, c'est que quand on met à poil les salariés, je ne trouve pas absolument aberrant que les DRH soient aussi un petit peu dénudés. Il porte un projet qui ne fait pas plaisir à plus de 2900 salariés d'Air France, certes, mais ça reste deux humains qu'on a dénudés, agressés, presque lynchés. Et c'est violent, je trouve que c'est violent. Et ces images, elles ont fait le tour du monde, ou presque. En tout cas, j'ai vu qu'on en avait parlé en Italie, en Allemagne, et on a présenté les salariés comme des sauvages, quoi. C'est un acte qui n'est pas très élégant, mais qui démontre toute la détresse qu'ont les gens face à la perte d'un emploi. C'est vrai que c'est choquant. On ramène cet homme à sa condition la plus animale possible, parce qu'il est tout nu devant une horde de gens déchaînés. Et en fait, finalement, ça va leur desservir aux salariés, parce que quelle image ça va leur donner? Aujourd'hui, dans les grands groupes, en fait, on voit émerger ce qu'on appelle l'optimisation de la masse salariale. On optimise les gens comme on optimise des matières premières, c'est pareil. Alors au prix de quoi? Au prix d'un climat social? Moi, je suis pas sûre que ça soit une bonne solution.
François Fillon, est-ce que c'est une bonne solution ou pas, cette histoire de variable d'ajustement qui est souvent mise sur le dos finalement des collaborateurs, des salariés? On préfère optimiser plutôt la masse salariale plutôt que d'aller chercher des si parts on de regarde marché l'exemple nouvelles. d'Air France, on a quand même quelques soucis, quoi. On a des pilotes qui coûtent 20% plus cher que les autres pilotes européens. Et on a au bout du compte la perspective de voir Air France se casser la figure. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut avoir encore une compagnie française? Les Italiens n'ont plus de compagnie aérienne parce que c'est le Golfe qui a racheté la leur. La compagnie suisse a disparu, a fait faillite. Voilà, pourquoi on n'a pas anticipé ça finalement, si ça fait 15 j'ai ou 20 l'impression que le ans? dialogue social ne fonctionne pas très bien chez Air France, c'est ce qu'on voit à travers ces événements. Et justement, moi j'ai une autre question, c'est qu'en 2008, quand votre gouvernement, donc le gouvernement Fillon, vote la loi transport, vous allez conforter le syndicat qui pose actuellement problème. Pourquoi? Parce que le syndicat national des pilotes, grâce à vous, il a conservé sa représentativité spécifique, non. qui fait qu'aujourd'hui, c'est un syndicat qui bloque et qui a fait que l'an dernier, leur grève a coûté 400 millions d'euros à Air France. Non, attendez, on est dans une démocratie. On ne retire pas la représentativité à un syndicat. Un gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a que deux syndicats qui ont de la même façon qu'il n'y a que la CGT, la CFDT, les 4 syndicats pour le syndicat salarié. Mais est-ce que vous n'avez pas conforté les pilotes et leur donné un rôle trop important par rapport au nombre d'employés qui représentent chez Air France? Pardon, je vous demande de réfléchir une seconde. Je pense que les pilotes sont représentatifs, contrairement à de leur profession. Je pense que contrairement à beaucoup de syndicats qui ont à peu près 2 ou 3% de syndiqués parmi les salariés, je pense que les pilotes doivent avoir un niveau de syndicalisation. Donc c'est pas ça la question. La question c'est comment est-ce qu'on introduit un dialogue social à Air France. C'est vraiment une affaire vitale. Alors pour Air France et pour les salariés, puis j'ai envie de dire pour notre pays, quoi, parce que même si c'est une entreprise qui n'est plus une entreprise publique, c'est quand même le symbole de notre pays. François Fillon, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, j'imagine que c'est aussi votre cas, c'est l'école. Vous écrivez dans votre livre « Ce n'est pas de moyens supplémentaires dont notre école a besoin, ceux que nous lui consacrons sont déjà considérables ». Alors ils sont très mal répartis, puisqu'en tout cas pour les écoles qu'on connaît ici, j'ai pas l'impression que les moyens qu'on leur consacre sont considérables. Est-ce que les moyens que nous consacrons à l'école en France sont vraiment considérables? C'est les plus importants de tous les pays européens. Pourquoi ne le ressent-on pas ici à Bondy alors? Parce que je pense qu'on est mal organisé, comme vous l'avez dit. Moi, ce que je suggère, la première chose que je suggère, c'est qu'on donne aux établissements une certaine autonomie. C'est-à-dire que chaque établissement scolaire soit dirigé par un patron. Je veux dire que le chef d'établissement soit un vrai patron, c'est-à-dire qu'il ait la possibilité de choisir une partie de son équipe enseignante et qu'il ait surtout la possibilité d'adapter la pédagogie aux réalités du terrain. Ça va devenir des entreprises alors. Non. Même plus, on va vers une éducation choisie avec des établissements prestigieux qui attirent les meilleurs patron, enseignants. vous dites il choisit, vous dites... Patron, ça veut dire qu'il y a un gars qui dirige l'établissement. Vous parlez même de conseil d'administration, etc. Voilà, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un système où chacun fait son métier dans son coin. Ça a donné des résultats, ça a donné des gens comme vous pendant des années. Pourquoi aujourd'hui ça ne donne plus des résultats aussi importants? Parce qu'à l'époque, ça concernait une toute petite partie de la population. L'école, à l'époque, le système scolaire français, c'était un système qui produisait un petit pourcentage d'élite qui allait faire l'université. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cadre de figure. Et heureusement, le système s'est démocratisé, mais on a gardé les mêmes règles qu'avant. Donc je crois vraiment que l'autonomie est une clé très très importante. Il faut creuser cette idée de responsabilité, d'autonomie, de plus grande liberté. Et comment fait un chef d'établissement, dans le cadre de votre proposition, qui choisit ses recrues dans un territoire qui attire peu? Comme ici en Seine-Saint-Denis, par exemple. Bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut mieux les payer, sans doute. Il y a sûrement des efforts à faire. Vous allouez plus de fonds. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que vous allez allouer plus de fonds au département de la Seine-Saint-Denis pour qu'ils attirent plus que d'autres? Et moins à d'autres. Moi, quand je dis qu'il faut... Parce que vous parlez de plus investir dans l'école. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on est arrivé... Là, vous êtes face à une contradiction, monsieur Fillon. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai. J'ai l'impression d'être en face d'un politicien qui a 20 ans d'expérience et qui parle exactement comme un politicien. Il va peut-être adhérer au Républicain, alors. Il n'écoute même pas les réponses que je donne. D'ailleurs, ça n'intéresse pas. On dépense aujourd'hui premier budget de l'État. Et maintenant, vous dites que vous allez donner plus d'argent. Je dis qu'on ne peut pas dépenser plus. Je dis qu'on ne peut pas dépenser plus, que ce n'est pas une question de moyens. Retirer à d'autres. Kaina, c'est Kaina qui va vous réconcilier tous les deux.
Ouais, je vais et puis vous je vais arrêter remercier d'emprunter de tous l'argent aux fonds de pension américains qui un jour vont venir nous le rendre. Vas-y, Kayla, parce que sinon ils vont partir. Ouais, alors moi j'aimerais faire une fusion en fait entre les deux sujets qui ont été abordés et parler de l'alternance, c'est-à-dire l'école et l'entreprise qui sont liées. J'ai vu votre site internet un petit peu et puis vous parlez de faire de l'alternance la principale voie d'accès à l'emploi pour les jeunes. Alors c'est une superbe idée et c'est ce que j'ai décidé de faire aussi moi pour valider mon master 2. Sauf que dans la recherche de l'alternance, j'ai galéré en fait parce que malheureusement j'ai pas d'amis chez EDF, chez Orange ou chez la SNCF. On fait comment quand on est... En gros, l'alternance est pavé de bonnes intentions en réalité. Il y a plusieurs sujets. Réponse s'il vous plaît. Il y a un premier sujet qui est un sujet de coût. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si ça vaut vraiment pour le master que vous avez fait, mais je pense à beaucoup de métiers qui sont des métiers où il y a des formations en alternance, où au fond, pour l'entreprise, le coût de l'apprenti est quasiment plus élevé que le coût d'un salarié à temps plein. Donc il y a un premier sujet qui est que l'État ne devrait pas laisser totalement à la charge des entreprises la partie de la formation, au fond. Après, il y a la question de la généralisation, c'est-à-dire que si on arrivait à généraliser l'apprentissage, à ce moment-là, ça veut dire que pour l'entreprise, c'est le mode normal de recrutement. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, c'est même marginal. Mais qu'est-ce qui casse la problématique des réseaux qui ont été évoqués par Kayla? C'est aussi la barrière territoriale. Franchement, là, je suis née dans le 93, j'ai grandi ici. Ça se trouve, Monsieur Fillon, malgré votre intelligence, votre talent et tout ça, si vous étiez né dans le 93, vous serez juste premier adjoint au maire. Hein, on sait rien. Peut-être même pas. Bah oui, peut-être même pas. Alors comment on fait pour casser ça? C'est ça la vraie question. Vous pensez que c'est ça qui vous a bloqué? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent quand même, y compris qui n'habitent pas dans le 93 pour trouver des emplois en alternance. Alors moi je propose une autre chose aussi, je propose que les lycées professionnels, les CFA, soient tous placés sous l'autorité de la région. De manière à ce que tout ce qui touche à la formation professionnelle soit mutualisé et géré d'une façon beaucoup plus proche du territoire. Il y a des territoires qui ont besoin de plus de moyens. Il y a des territoires qui ont besoin d'adapter les pédagogies parce que c'est la même chose à Bondy et c'est la même chose à Aurillac. Je pense que c'est tout ça qu'il faut faire voler. Alors, il y a d'autres gens qui galèrent, hein, ce sont les migrants, c'est ceux qui arrivent depuis quelques semaines ici. Je vous propose un reportage de Leïla Khouyel qui est d'aller donc au lycée Jean Carré à Paris dans le 19e. Et ensuite, on parlera évidemment de ces populations qui font la une de l'actualité depuis 6 mois maintenant. Depuis fin juillet, des migrants se sont installés ici, dans cet ancien lycée hôtelier. On est dans le 19e arrondissement de Paris. Alors le lycée n'est pas occupé depuis quelques années, il est désaffecté, mais les conditions de vie sont très difficiles. Alors ils étaient environ une centaine fin juillet, début août. Aujourd'hui, début octobre, ils sont quasiment 700. Il y a 5 principales nationalités qui cohabitent. Beaucoup de Syriens, des Érythréens, des Soudanais. Les conditions malheureusement de vie ici sont très difficiles et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. قلت نحن ماشي عندهم قرية، قريتنا ماشي في بكل، تسمع اسمه توارقة ولا؟ توارقة ايه بعرفها. جنب المصريات، أنا من توارقة. ايه توارقة أنت. 45 نفر شدونا كلها في العنزارة، في الحبس اللي اسمه العنزارة. هم اللي الناس يقتل قدامي أكثر من 25 نفر. Le premier problème, malgré qu'on est à Paris, c'est la nourriture. S'il n'y a pas de nourriture et on n'est pas bon équilibre, c'est difficile. Des gens entre 17 et moins de 30 ans, des femmes enceintes, des enfants de 1 à 10 ans qui n'ont rien à manger. Parce que je suis venue avec mon café et ma cafetière, croyant que j'allais... Et puis voilà, vous savez, c'est pas nous qui allons changer les choses, mais il faut leur donner quelques signes de solidarité quand même. On voit bien qu'à un moment, les arrangements, les solidarités locales, elles ne suffisent plus. Et que voilà, il faut qu'on se positionne. Même si on est sur une position de principe que c'est un squat et que les gens occupent illégalement un bâtiment. Bon. C'est pire qu'une prison. Et une prison, dans le monde, et plus en Paris, on mange mieux, on va aux toilettes et on suit médicalement. Et ici, c'est compliqué. C'est les bénévoles, merci aux bénévoles qui participent, des hommes, des femmes, avec le temps libre, tout le monde fait avec le cœur. Je suis fatiguée. Je suis en colère. Je suis en colère. Ouais. Je suis... On n'a pas de maîtrise sur les choses par définition. Donc ça veut dire qu'on peut pas réfléchir à l'avance, on ne peut pas anticiper. Donc on est plutôt dans la réaction, essayer de limiter les dégâts. Bon après il y aura une expulsion. We have only this place. If they remove us for this place, the government of France, if they
don't let us stay here. Yes. We will, all of us, we will go to the streets and we will sleep on the streets. Une épée de Damoclès menace ces migrants puisque le tribunal administratif les oblige à partir de ce lieu avant le 26 octobre. En attendant, leur avenir reste plus qu'incertain. Voilà, François Fillon, réaction. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'anticipation sur cette question aujourd'hui? Bon, d'abord, c'était pas forcément très facile d'anticiper qu'il y aurait une guerre civile en Syrie, que l'Irak s'effondrerait, et même en Libye. Et même en Libye. En Libye, on a eu l'espoir que les personnes qui avaient libéré la Libye réussissent à s'entendre pour créer un gouvernement qui fonctionne. Voilà, bon, ça n'a pas fonctionné, on a basculé dans une forme de guerre civile. Et donc, on a à faire face à des flux de migrants très importants. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que ça fait 2 ans que je réclame à corps et à cri que la France et l'Europe investissent dans des centres d'accueil dans les pays qui sont proches des zones de conflit. Oui. Je suis allé dans les camps en Irak, en Jordanie, au Liban, en Turquie, et j'ai vu des hommes et des femmes qui, pour la plupart, n'ont aucune envie de venir en Europe. Qu'est-ce qui les fait partir? C'est le désespoir quand ils se rendent compte que ça fait 2 ans qu'ils sont là et qu'il ne se passe rien. Mais il y a une chose qu'ils m'ont tous dit, ce qui les fait partir, c'est qu'il n'y a pas d'école pour leurs enfants. Après, il y a une deuxième chose, ce sont les migrants qui sont sur le territoire européen. Je pense que quand on est face à un problème d'urgence comme ça, il faut créer des centres d'accueil, même si c'est des centres d'accueil, j'allais dire, temporaires et provisoires. C'est ce que fait l'Allemagne, par exemple. Voilà, il ne s'agit pas de construire des bâtiments pour 100 ans, mais de construire des choses préfabriquées pour accueillir des gens dans des conditions qui soient des conditions décentes. Ce n'est pas un phénomène récent. On parle de, sur les 20 dernières années, c'est 20 000 morts qui sont échoués dans la Méditerranée. Et quand on vous pose à vous la question de l'Europe, vous nous dites c'est la guerre en Syrie et le totalisme islamique qui crée l'immigration. Non, ce sont les gouvernements qui créent les réfugiés. Ce sont les gouvernements incapables sur une grande partie de l'Afrique qui sont à l'origine de cette situation. L'Europe se lave les mains et n'a aucune responsabilité. La guerre en Libye n'a pas déstabilisé tout un continent. L'Europe n'a aucune responsabilité dans la guerre en Syrie. Est-ce que la guerre en Libye n'a pas déstabilisé un continent et fait un appel d'air pour une masse de migrants en Afrique, en Europe? Vous en concluez qu'il fallait laisser M. Kadhafi massacrer les 100 ou 200 000 habitants de Benghazi. Vous n'avez pas bien assez préparé l'après. Et vous pensez que quand il y a des troupes qui sont sur le point demain matin d'entrer dans une ville pour massacrer les gens, vous avez le temps de préparer quelque chose? Vous le saviez. Vous entendez ce que je veux dire? Donc vous pouviez le prévoir. Alors, réponse François Fillon. Il s'apprêtait à massacrer une ville entière. La suite, on ne la connaissait pas. Il y a eu une première phase où on a... je rappelle qu'on n'est pas allé en Libye, qu'on s'est contenté de soutenir avec des moyens aériens les forces qui étaient en révolte contre Kadhafi. La question est, qu'est-ce qu'il fallait faire? Envoyer des troupes françaises? Administrer la Libye? Moi, je pense que l'enseignement de ces crises, de l'Irak, de la Libye, de toutes ces crises-là, c'est qu'au fond, on ne peut pas faire le cheminement d'un peuple à sa place. Et donc, les Occidentaux peuvent aider, ils peuvent apporter un soutien, mais ils ne peuvent pas prendre en charge le destin d'un peuple. Donc c'est pour ça qu'on a tort quand on pense qu'on peut régler, comme on l'a fait, les Occidentaux en Irak, la situation d'un pays par la force. On peut aider, mais pas plus. Simplement sur l'immigration, si demain vous êtes président de la République, vous prenez l'instauration de quotas d'immigrés, qu'est-ce que ça implique concrètement? Est-ce que ça implique de compter les personnes qui arrivent selon leur région d'origine, leur pays d'origine, leur culture d'origine? Ce que je propose, c'est juste le système qui fonctionne au Canada. Voilà. Le Canada, c'est un pays d'émigration, c'est un pays qui accueille beaucoup de personnes venues de l'extérieur et qui n'a pas les crises identitaires, comme vous évoquiez tout à l'heure, que nous. Alors, donc, il faut essayer de se poser la question pourquoi. Bon, je pense qu'il y a évidemment des différences géographiques. Mais concrètement, il y a une économie qui fonctionne mieux. Qu'est-ce que font les Canadiens? Chaque année, le gouvernement canadien et le Parlement canadien décident du nombre de personnes que le pays va accueillir, en fonction des capacités d'accueil, en fonction des besoins aussi de l'économie. Et du coup, l'intégration est beaucoup plus facile puisqu'il y a une meilleure adéquation entre les personnes qu'on accueille et les besoins du pays. Comment on choisit qu'on veut 200 000 Africains et 200 000 Asiatiques? J'ai du mal à comprendre. C'est pas aussi simple que ça, mais on va pas. C'est pas aussi comment dirais-je, aussi radical que ça. Mais on peut dire par exemple que on va donner plus de visas dans une région pour rééquilibrer une immigration qui ne l'est pas assez. Parce qu'un pays a le droit de choisir son immigration. Oui, bien sûr. J'ai du mal à comprendre la logique en fait
Pourquoi est-ce qu'on voudrait plus de Mexicains plutôt que de Namibiens? Enfin, j'ai du mal à comprendre sur quels critères on se base pour choisir les régions qu'on veut accueillir, Parce que le fait d'accueillir des gens importants, des civilisations différentes, des cultures différentes, c'est un enrichissement pour le pays. Pourquoi est-ce que... Pourquoi mettre un quota si ça enrichit le pays? Non, parce qu'il y a quand même des limites d'accueil. Vous dites vous-même que vos établissements scolaires sont saturés. Mais c'est pas plutôt un problème de compétences. C'est pas plutôt un problème de compétences. Il y a des informaticiens, des toubibs, des commerçants. Mais monsieur Fillon, il y a aussi un problème de répartition. On sait que la Seine-Saint-Denis accueille 10% de la migration en France. Un seul département accueille 10%. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on ne peut pas réfléchir à des quotas régionaux plutôt encadrer l'immigration, aller dans les territoires qui sont la question qui est posée, c'est est-ce que les personnes dont vous parlez accepteraient ces quotas-là? Bien sûr. Quand on quitte son pays et qu'on est prêt à braver la mort, je pense qu'on acceptera d'aller dans la Creuse. Non, parce que là, vous parlez des réfugiés, c'est deux choses totalement différentes. Il y a une migrant économique. Les réfugiés, j'ai jamais parlé de quotas, moi. Si vous êtes... La France, c'est un pays qui reconnaît le droit d'asile. C'est inscrit dans les accords internationaux que nous avons paraphés. Pour les personnes qui veulent venir s'installer et faire leur vie dans notre pays, qui veulent y exercer un métier, il faut qu'il y ait une certaine régulation, parce que je pense que cette absence de régulation est aujourd'hui une des causes des tensions qui sont trop fortes dans le pays et qui peuvent demain déboucher sur des situations beaucoup plus dramatiques encore. Hein. Faut pas... Alors, on parlait d'accueil, on va justement accueillir Nassira El Mouadem pour sa chronique L'Addition. Bonjour, monsieur Fillon. Bonjour. Je vous ai écouté très attentivement. Vous avez abordé un petit peu la question du plan d'économie que vous proposez de faire. 110 milliards d'euros d'économie entre 2017 et 2022. Donc si vous arrivez au pouvoir, c'est 5% de notre production annuelle en France. C'est énorme. Dépense. Absolument. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous nous parlez d'un discours de vérité tout au long de votre livre, que j'ai également lu attentivement, mais à aucun moment vous parlez d'austérité, vous parlez de programme radical, vous parlez de mesures énergiques, mais à aucun moment vous parlez d'austérité. Est-ce que le discours de vérité, il a aussi des limites pour M. Fillon ? D'abord, moi, l'austérité, ce n'est pas un mot qui me choque, la rigueur non plus. Pourquoi est-ce que je propose ça ? Parce que ma conviction, c'est que dans un avenir que je ne peux pas totalement mesurer, mais enfin de quelques années, si on ne fait rien, nous allons être dans une situation qui va ressembler étrangement à la Grèce. C'est-à-dire que les gens qui nous ont prêté de l'argent vont venir taper à la porte en nous disant « ça suffit ». Voilà. Quand j'ai été élu pour la première fois, la photo que vous montriez tout à l'heure, la dette française, c'était 17% du PIB. Aujourd'hui, c'est presque 100%. Ça tient parce qu'il y a des taux d'intérêt extrêmement bas. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Et 110 milliards, ça n'a jamais été fait. Hein. Alors, ça n'a jamais été fait. Depuis qu'on est dans une situation d'endettement comme la nôtre. Est-ce qu'on peut parler d'un plan d'austérité comme je sais pas, il y a pu y avoir en Espagne, par exemple, 150 milliards d'euros. Ça n'a rien à voir. 150 milliards d'euros, la baisse de la dépense publique mais sur un PIB en Espagne sur un PIB depuis 2010, 110 milliards, ça se Non, parce que sur un rapproche. PIB qui est beaucoup plus bas. Le PIB espagnol n'a rien à voir avec le PIB français, donc c'est absolument pas le même rapport. Le gouvernement actuel parle sans arrêt d'une économie de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Voilà, enfin ça change, on ne sait plus très bien. Enfin, bon. Donc moi je vous dis que si on veut, en gros, revenir à une situation équilibrée, c'est-à-dire où on ne creuse plus l'endettement, il faut essayer de faire 110 milliards d'économies sur les trois budgets publics, c'est-à-dire sur les comptes sociaux, les collectivités locales et l'État. Alors, bon, on va parler d'austérité, hein, on va pas non parler plus tourner d'austérité si ça vous amuse. Non, ça ne m'amuse pas, mais les mots sont importants. Mais aujourd'hui, tout le monde parle d'austérité. 110 milliards d'euros, c'est énorme. Donc on va parler d'austérité, 55 milliards d'euros qui concernent l'État et les collectivités territoriales, et puis les 55 milliards d'euros restants concernent donc tout ce qui est sécurité sociale, retraite, vieillesse, santé, chômage, etc. Et justement, les retraites, vous proposez donc de faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 65 ans. À 65 ans. Et vous faites ça en 3 mois. C'est ce que vous dites non, dans votre livre. non, pas du tout. Non, l'âge de la retraite sera porté à 65 ans. On lit que vous allez faire ça en 3 mois. On se dit, mais comment il va faire ? Attendez, vous votez une loi dans laquelle vous dites que l'âge de la retraite sera porté à 65 ans. Vous ne dites pas qu'il sera porté à 65 ans pour tout le monde immédiatement. C'est évidemment progressif. Mais là aussi, je vais prendre un exemple. Pourquoi est-ce qu'on serait le seul pays en Europe qui ne serait pas capable d'avoir la retraite à 65 ans ? Est-ce qu'on a un problème génétique particulier qui fait que nous, on est vieux plus tôt que les autres ? Citez-moi des pays européens où il n'y a pas la retraite à 65 ans.
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Pologne, etc. Voilà, je peux continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un allongement de la durée de la vie. Si les partenaires sociaux disent non, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas une question qui regarde les partenaires sociaux, c'est une question qui regarde le peuple français. Mais si les partenaires sociaux disent non, comme ils le disent actuellement, moi je vous dis que l'élection présidentielle, c'est une élection où on demande aux Français de choisir. Et c'est pour ça que je veux annoncer la couleur dès maintenant. Parce que les Français, c'est à eux de choisir, c'est pas aux partenaires sociaux. Mais vous répondez pas à ma question, Monsieur Fillon. Est-ce que vous passez en force? Évidemment, puisque je vous dis que c'est les Français qui choisissent. D'accord, donc vous passez en force. Ça s'appelle pas un passage. Le passage en force, c'est quand les partenaires sociaux s'opposeraient à la volonté du peuple français. Voilà. Et alors sur la question des retraites, il y a aussi le compte pénibilité. Le compte pénibilité, vous le supprimez. Le compte pénibilité, c'est une machine infernale qui va se traduire sans doute par des dégâts encore plus graves que les 35 heures sur l'économie française et qui profitera aux gens qui ont les travaux les moins pénibles. Parce que comme d'habitude, c'est pas la justice, elle est totalement absente de cette réforme-là. Et la pénibilité, vous l'aviez prise en compte aussi lors de la dernière réforme. On avait essayé de la prendre en compte. On était arrivé à la conclusion que la seule critère de pénibilité qui était parfaitement objectif, c'était ce qu'on appelle l'espérance de vie, profession par profession. Sauf que ça n'avait pas marché. Il n'y avait que 6 000 personnes qui ont demandé on l'a même pas fait parce que pour une raison simple, c'est que qui a l'espérance de vie la plus longue sont les enseignants. Et les curés, pardon, j'ai oublié. Et ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte, c'est les gens qui travaillent dehors. Voilà. Mais alors qu'est-ce que vous dites, Monsieur Fillon, aux 3 millions de personnes qui sont censées bénéficier de ce compte pénibilité, vous leur dites, désolé, vous allez devoir travailler un peu plus? Je leur dis, si vous voulez qu'il y ait des retraites qui soient payées, il va falloir que tout le monde fasse un effort. Parce que sinon, le jour où ces gens n'auront pas de retraite, parce qu'il n'y aura plus d'argent pour la financer, parce que personne ne voudra plus prêter à ce pays, qu'est-ce qui se passera? Voilà, ça sera un drame absolu. On est toujours les meilleurs. Les avancées sociales en France, c'est fantastique. Et pourtant, tout le monde se plaint toute la journée qu'il n'y a pas assez d'égalité. Ça, c'est pour le volet dépenses. Il y a un volet recettes. Oui. Pas d'augmentation d'impôts? Non, parce que je pense que le pays est totalement saturé. On vient de s'en prendre encore 80 milliards supplémentaires. Il y a une limite à ce que le pays peut supporter. Je veux dire, quand vous travaillez uniquement pour payer des impôts, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez moins ou vous partez ailleurs? Donc pas d'augmentation d'impôts? Non, pas d'augmentation d'impôts, il faut même les baisser. Si vous ne gagnez pas la primaire, si vous n'avez pas la présidence de la République, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai dit 20 fois, je considère que dans la vie politique, il faut se présenter quand on a quelque chose à apporter. J'apporte un projet politique. Si ce projet politique ne correspond pas aux souhaits à un moment donné des Français, je ne vois pas pourquoi je resterai dans la vie politique et j'irai donc faire autre chose. Merci à vous, Monsieur Fillon. Merci beaucoup, Nassira El Mouadem, pour votre chronique L'Addition. Voilà, François Fillon, cette émission est quasiment terminée. Vous savez, il y a une tradition ici. On va vous apporter l'affiche du Bondi Bloc Café. Il y a une nouveauté puisque nous avons changé de visuel. Voilà, donc vous êtes le premier invité puisque nous avons déjà fait une 40aine d'émissions. Vous êtes le premier invité donc à mettre votre bafouille sur cette affiche. Pendant ce temps, moi je vais présenter un certain nombre de livres que nous allons vous offrir. Le premier c'est Ziad Ebouna, un livre écrit par Gwenaël Bourdon et les deux frères de Ziad Ebouna, Adel Bena et Siaka Traoré. Donc c'est aux éditions Don Quichotte. Ziad Ebouna, le 27 octobre 2005, c'est bientôt 10 ans. Meurt Ziad, 17 ans, et Bouna, 15 ans. Électrocuté à Clichy-sous-Bois, ce livre revient sur cette affaire. L'autre livre, c'est Dans la peau d'un migrant. Arthur Freyer Lalex, donc aux éditions Fayard, de Peshawar à Calais, enquête sur les itinéraires des migrants dans la peau d'un migrant. Et puis un autre livre écrit par Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, deux jeunes du Bondi Blog, Burnout. C'est l'histoire d'un chômeur qui s'est immolé par le feu. Burnout, c'est aux éditions du Seuil. Tout ça, évidemment, c'est cadeau pour vous, François Fillon, si vous nous lisez votre dédicace à Hautebois. Il faut mieux que je vous la lise, parce qu'après, vous serez incapable de la lire de toute façon, compte tenu du fait que j'écris très mal. Vous avez une écriture de tout bip, un débat vif qui permettra, je l'espère, de faire tomber quelques-uns des tabous qui bloquent le progrès dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. Donc ça, c'est pour vous. Et puis votre livre, si vous pouviez aussi le dédicacer pour l'équipe du Bondi Blog. Voilà, merci beaucoup à Bala Fofana, à Kaina Ossini, à Elias Ramdani pour la présentation de cette émission, à Nassira El Mouadem évidemment. Et puis on voudrait aussi remercier Jamart et Zedik Productions et particulièrement Dominique Rotival qui nous a permis donc de préparer cette émission que vous retrouverez tous les mois sur LCP et France Group. Moi j'ai trouvé François Fillon plutôt sympathique, ouvert, il nous répondait bien aux questions. En fait c'est quelqu'un qui avance masqué, il maîtrise vraiment toutes ses émotions et
il a une impression d'être loin de tout et inatteignable en fait. Mais il sait où il va, ce qui est plutôt pertinent dans le monde politique aujourd'hui. Pour moi, ça reste un Juppé avec 10 ans de moins en fait. Lui, c'est la rupture totale. Juppé, c'est plutôt en douceur, avec son calme et sa sérénité. Mais au final, ils vont dans le même sens en fait. Tu sais, quand il parlait des manifs, moi j'ai fait la manif contre lui. Ouais, il a dit, j'ai pas trop compris. Fillon, si tu savais. J'avais envie de lui chanter, après j'ai dit non, c'est pas ça. Et toi? T'es T'imagines la honte.